Les ondes de Limo. Osez la curiosité pour votre bien. Anne-Sandrine Di Girolamo. Qui sont les acteurs du logement en France? Des propriétaires bailleurs privés non professionnels, mais aussi des entrepreneurs, c'est-à-dire des bailleurs dimensionnés qui sont devenus des professionnels parce que leur activité principale consiste à gérer et développer un patrimoine immobilier dans le cadre de foncières. Ces foncières, avec leur logique entrepreneuriale, sont l'objet de ce podcast, et cela à l'occasion de la publication par l'UNPI d'un rapport présentant son statut des foncières intermédiaires des territoires, une réflexion qui est venue au soutien du travail fait par l'Association foncière de France et son président Bruno Brosset. Bruno Brosset est avec moi au micro aujourd'hui, il va nous présenter ce statut des foncières intermédiaires des territoires et nous en expliquer la logique et le bien fondé. Bonjour Bruno Brosset. Bonjour Anne-Sandrine. Première question, et elle semble tellement naturelle. Pourquoi imaginer un statut des foncières intermédiaires des territoires? Tout simplement parce que vous avez aujourd'hui une catégorie de propriétaires, qu'on appelle les propriétaires dimensionnés jusqu'à présent, qui exercent dans l'ombre et qui sont devenus des vrais professionnels de l'aménagement des territoires et qui ont besoin d'avoir une reconnaissance d'un titre, à l'instar, vous savez, des loueurs meublés professionnels, de telle sorte à pouvoir aller plus loin, tant dans la reconnaissance de ce qu'ils font, mais aussi à travers un statut, pouvoir effectivement disposer des avantages propres à l'entreprise qu'ils n'ont pas, car aujourd'hui ils sont encore dans la catégorie des propriétaires bailleurs, avec une fiscalité qui est extrêmement lourde et impropre à leur développement. Quelles problématiques ces dirigeants de foncières rencontrent-ils alors ? Alors, ce n'est pas tant un problème de fonctionnement, c'est, comme je vous l'ai dit, un problème de reconnaissance. Aujourd'hui, quand on se présente, par exemple, à une banque pour un financement immobilier, la banque, elle, nous reconnaît en tant que professionnels de l'immobilier. Mais la conséquence, c'est quoi? C'est qu'elle augmente les taux d'intérêt parce que nous sommes des professionnels. Et dans le même temps, quand il s'agit de payer la fiscalité inhérente au patrimoine, notamment celle sur le capital, là, l'administration fiscale nous reconnaît comme un particulier et nous fait payer l'IFI. Or, dans ce modèle, puisque nous, on l'a professionnalisé, donc on a des structures commerciales avec du personnel, on paye l'IS, on paye la CFE. Il est clair que c'est très difficile, car dans nos modèles économiques, la marge est faible. Quand on a des rendements de 6 à 8% dans le marché actuel, c'est déjà bien. Et il faut qu'on arrive en plus à payer donc, des frais de structure, que je viens de vous indiquer, parce qu'on a professionnalisé la gestion de nos actifs, mais aussi pourvoir au développement, et donc trouver de la trésorerie pour toujours pouvoir nous développer et donc réinvestir. Et là, à un moment donné, ça coince. Puisque entre cette fiscalité importante, et particulièrement à cause de l'IFI, et la nécessité d'avoir de la trésorerie de plus en plus importante avec les contraintes bancaires que nous imposent les banques, qui elles-mêmes sont contraintes par différentes dispositions, réglementations européennes, je dois vous avouer que si on n'avait pas un statut adapté, on va être vite en situation de blocage. Alors justement, un statut adapté, est-ce que vous pourriez partager avec nous les grandes lignes de ce statut que vous portez chez Foncières de France? Alors d'abord, ce qu'il faut dire, je crois, c'est que une foncière, c'est quoi? Une foncière, c'est à la base un dirigeant qui est propriétaire de biens immobiliers, qu'il va loger dans une structure principale ou dans un écosystème de structures. Vous avez à la tête généralement une holding, une société mère, et dessous des sociétés filles qui sont généralement des SCI. On se situe en fait entre le multipropriétaire dimensionné et la foncière cotée. La différence avec le multipropriétaire dimensionné et les dirigeants de foncière, c'est que les dirigeants de foncière ont comme activité principale celle de diriger cette foncière. Alors qu'un multipropriétaire a un métier principal à côté, il a surtout un terme. Le terme généralement de ses investissements, c'est sa retraite, ce qui est légitime. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y avait des assimilations au terme de rente, rentier, etc. Nous, on ne peut pas dire ça. Nous, on est en perpétuel développement, en perpétuel réinvestissement. Et à ce titre, donc, on est devenus des professionnels. Alors, de l'autre côté, comme je vous l'ai dit, vous avez les foncières cotées qui, elles, ont des modes de
de gouvernance, mais aussi de détention du capital qui ne nous correspondent pas. C'est des actifs qui sont beaucoup plus importants que les nôtres. Les parts sont sur le marché généralement, donc on ne peut pas être comparable. On se situe entre les deux. Oui, alors que proposez-vous alors ? Alors, ce qu'on propose en fait, c'est un statut qu'on a d'ailleurs lié à celui que propose l'UNPI, c'est-à-dire le dispositif fiscal universel des revenus locatifs, considérant qu'il fallait proposer en fait 2 niveaux, si j'ose dire, de statut. Un premier qui concerne le propriétaire classique, qui effectivement investit légitimement, au même titre qu'il peut le faire dans d'autres actifs tels que la bourse, l'assurance vie, etc. Et puis, un autre statut qui est dédié à ceux qui sont devenus des professionnels de l'investissement immobilier, qui sont effectivement les dirigeants de foncières intermédiaires et territoires. Alors, pourquoi dirigeants des foncières intermédiaires et territoires ? Parce qu'à l'origine, on a fait une étude qui a donné lieu à un rapport qui a été dirigé par un groupe d'universitaires et qui, après étude et consultation de différents opérateurs en France, est arrivé à ce terme. Donc ce terme, il veut dire quoi ? On est des foncières parce qu'on regroupe à travers une structure commerciale soumise à l'IS et avec du personnel l'ensemble des biens. Alors je l'ai dit tout à l'heure, structure unique ou écosystème autour d'une holding. Intermédiaire parce que finalement, on a un peu comme dans l'industrie, vous savez, des ETI, entreprises de taille intermédiaire au niveau de l'immobilier. Et cette catégorie-là offre pas mal d'avantages en fait pour les pouvoirs publics parce que on est relativement important, on est solide, on a aussi une certaine antériorité qui nous rend solide, on a une véritable pérennité parce qu'il y a un côté chez nous transgénérationnel comme les ETI dans l'industrie et grâce à cela, en fait, on intervient dans tous les cycles, qu'ils soient bons ou mauvais. Vous voyez là, ces dernières années, le marché était très difficile, les investisseurs classiques étaient en retrait. Nous, on a continué. Alors, on a continué avec des rythmes plus faibles, certes, mais on peut compter sur nous pour une politique du logement, pour une politique du commerce en France, car on est des acteurs de long terme. Et puis, des territoires, pourquoi ? Parce qu'en fait, on a tous un ancrage régional, auquel on est très attaché, donc on connaît bien nos territoires, et on est reconnu en tant qu'aménageur d'ailleurs des territoires. On vient en soutien des collectivités locales, notamment, quand elles ont un sujet qu'elles n'arrivent pas à résoudre. Elles savent qu'on est là, parce qu'on est un peu plus dimensionné qu'un bailleur classique, parce qu'on est réactif, par nos tailles, effectivement, on est des petits opérateurs malgré tout. On a cette réactivité qui leur plaît bien. Et puis, vous voyez, à cette époque de la densification douce dont beaucoup parlent avec le ZAN, eh bien, on est capable, dans le cadre de nos activités, d'apporter des solutions, notamment grâce aux immeubles qu'on détient, de faire des surélévations, grâce aux commerces parfois qui sont entre 2 immeubles, de faire, à travers des dents creuses, des petites opérations qui n'intéressent pas les gros opérateurs, les promoteurs classiques, parce que c'est pas très rentable. Mais nous, si vous voulez, on y arrive parce que grâce à notre vision long terme, ce qu'on ne gagne pas tout de suite, si j'ose dire, on le gagne sur la durée. Et puis notre attachement local fait qu'on a des coups de cœur, on veut valoriser notre région. Voilà, c'est du terroir quoi, qu'on essaye aussi de mettre en évidence et qui fait qu'on est privilégié souvent par rapport à des gros opérateurs sur certains actifs. Donc, entrepreneur, vous revendiquez de pouvoir travailler sous la forme de la société, avec un assujettissement à l'IS, etc. Oui, le terme entrepreneur me plaît. Oui. Nous sommes des véritables entrepreneurs, mais qui avons comme matière première, comme activité, l'immobilier. Alors, il faut quand même savoir que d'autres catégories de bailleurs ont réussi à obtenir ce statut. Les loueurs meublés professionnels que j'évoquais tout à l'heure sont aujourd'hui reconnus comme des professionnels. Et ils ont obtenu les avantages que nous réclamons. Et c'est là où on se dit que finalement, notre catégorie est légitime, et que logiquement, on devrait pouvoir aussi obtenir satisfaction. Alors, est-ce que ça sera maintenant avec le dispositif universel des revenus locatifs ou le nouveau système vraisemblablement qui devrait être mis en œuvre à travers l'amortissement qui se profile ? Peut-être pas, on l'espère, mais on sait de toute façon qu'aujourd'hui, et ça, c'est notre satisfaction. On est dans les radars. On existe. Avant, on n'existait pas. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a créé les foncières de France, qui réunissent en fait des intervenants dans toute la France. Et il y en a un certain nombre. Et ces intervenants, d'ailleurs, pour qu'ils viennent vers nous, il faut qu'ils répondent à un certain nombre de critères, qui ne sont pas évidents, je vous l'avoue, mais qui font la professionnalisation et qui correspondent à notre statut. Donc, je peux vous les citer si vous le voulez.
Il y a un niveau d'encaissement minimum. En fait, pour être foncière aujourd'hui intermédiaire de territoire, enfin demain si ce statut était reconnu, nous on estime qu'il faut 1,5 million de chiffre d'affaires. Je parle bien de chiffre d'affaires et pas de loyer. Parce que nous, on considère qu'on est des professionnels, donc c'est du chiffre d'affaires. Et on ne peut pas être au-dessous, en fait, si on est dans la logique de dire, et c'est une autre condition, il faut que le dirigeant donc, il consacre l'essentiel de son temps et on tire l'essentiel de ses revenus et puisse réinvestir. Ce montant nous paraît être effectivement un minimum crédible. Alors, le réinvestissement, pareil, on se l'impose, 30% des résultats de l'entreprise. Et à défaut, on s'oblige à les mettre dans un compte de réserve d'investissement immobilier, qu'on ne pourra pas utiliser. Qui est dédié donc au réinvestissement perpétuel. J'insiste, on n'est pas des rentiers, ce qui n'est pas forcément mal d'être un rentier. Mais quand on est rentier, il y a peut-être une légitimité à payer un impôt sur le capital. Mais quand vous êtes un développeur, quand vous êtes un entrepreneur, ce n'est pas normal. D'autant, excusez-moi, qu'on répond à la problématique du logement en tant qu'aménageur des territoires. Mais oui, c'est pour ça que je voulais rebondir. Mais l'objet de ces sociétés, l'objet principal, c'est la détention, certes, mais c'est aussi l'exploitation des actifs. Et ce rôle des foncières intermédiaires sur le logement en France n'est absolument pas négligeable. Et pourtant, il n'est pas forcément vu et compris. Alors tout à fait. Derrière l'acquisition, il y a la gestion. Derrière la gestion, vous avez effectivement des structures qui sont généralement des structures d'administration de biens intégrées et qui permettent de mettre à disposition pas simplement des logements, mais aussi des locaux d'activité, des commerces, de dynamiser des zones, le cas échéant. Tout à l'heure, on parlait effectivement de toutes les opérations qu'on pouvait réaliser. On en réalise beaucoup en matière commerciale aussi, ce qui permet de donner un sens à certaines zones commerciales parce qu'on est capable de les rénover. Vous savez, il y a le décret tertiaire, par exemple, là, qui arrive, qui va être compliqué. Le décret tertiaire, c'est atteindre des niveaux de performance énergétique gradués. Très exigeant. Et très exigeant dans les années qui viennent. Pour arriver à répondre à ces exigences, un propriétaire classique aura du mal. Nous, je ne dis pas que ça va être facile, ça va être aussi très compliqué, mais comme on est des professionnels, on a une autre approche. Et on a déjà planifié, si vous voulez, les contraintes et les investissements qui seront nécessaires. Alors justement, il y a tout un chemin à parcourir. Vous avez présenté ce statut des foncières intermédiaires des territoires au ministère du Logement. Comment ce statut a-t-il été reçu ? Écoutez, je pense que ce statut a été un petit peu effacé, je vous l'avoue humblement, par le premier dispositif, qui est une priorité nationale pour la relance du logement, mais que néanmoins, il a eu pour mérite de faire connaître les foncières intermédiaires des territoires. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, maintenant on est dans les radars, on existe, on va tout faire pour justifier de ce statut. Et on est convaincu que compte tenu de l'utilité sociétale que nous représentons, on y arrivera. Mais il faut continuer à nous développer. Il est important que le nombre d'adhérents continue à croître, car c'est par le nombre qu'on arrivera aussi à nous imposer. Oui, on parle là de l'Association foncière de France. On parle là de l'Association des foncières de France, qui évidemment intéresse beaucoup, parce que ça offre pour ceux qui sont aujourd'hui, on va dire, propriétaire d'une foncière, des possibilités à terme importantes. Je vous donne l'exemple de quelqu'un qui aujourd'hui a par exemple plusieurs boutiques en exploitation et qui est propriétaire des murs. Bon, il se dit, si je vends mon exploitation, demain je vais être soumis à l'IFI, donc il hésite. Demain, s'il sait qu'il va retrouver un statut uniquement sur l'exploitation de ses murs et sur la gestion de ses murs, il n'hésitera pas, moins. Et il se dira, tiens, il y a une deuxième vie après, professionnelle. Oui, il réfléchit en chef d'entreprise. Il réfléchira en chef d'entreprise, ça lui donnera donc des possibilités d'arbitrer beaucoup plus facilement et ça permettra de dynamiser aussi l'économie. Parce que quand il y a des changements de dirigeants, généralement, il y a des plans de développement, il y a un dynamisme qui s'installe. Nous, on est vraiment des entrepreneurs, on raisonne vraiment pour l'économie. Et puis nous, contrairement à d'autres, si vous voulez, notre patrimoine étant local, on ne pense pas à l'expropriation. Nous, on est vraiment convaincus de notre territoire, on est amoureux de la France et on regrette par contre qu'on ait cette fiscalité confiscatoire parce qu'aujourd'hui, elle nous pose des problèmes pour notre développement. C'est pas tant de payer l'impôt, on en paye beaucoup à travers l'IS déjà, on en paye beaucoup avec la fiscalité locale, et notamment les taxes foncières. On ne le regrette pas, si j'ose dire. On applique la règle, mais il y a un impôt qui est de trop. C'est l'IFI. Cet IFI, si vous voulez, il n'est pas juste dans notre cas parce qu'on est des professionnels et on veut la reconnaissance d'un titre pour justement que cette professionnalisation nous permette
vis-à-vis de nos partenaires, les banques, même les acquéreurs, de dire voilà, c'est des gens extrêmement solides, extrêmement sérieux, à qui on peut faire confiance. Et puis aussi que, parce qu'on est des acteurs économiques et qu'on apporte un bénéfice sociétal, eh bien on nous enlève cet impôt qui est vraiment beaucoup trop lourd pour nous développer. En tout cas, il est vraiment punitif dans notre cas et au détriment de notre avenir. Et d'ailleurs, notre avenir pourrait être compliqué si à un moment donné, en tout cas dans notre développement. Et je ne suis pas sans vous cacher que certains se posent la question de l'arbitrage. Eh oui. Mais alors, vous œuvrez pour que ce statut soit un jour reconnu et mis en place. Pardon de poser la question ainsi, mais que se passerait-il s'il ne l'était pas ? Ce que je vous disais, à un moment donné, si vous voulez, certains se poseront la question de l'arbitrage. Oui. Parce que vous avez d'autres actifs qui, finalement, aujourd'hui, n'ont pas cette contrainte. Et vous savez, même si vous êtes amoureux comme nous de la pierre, de l'immobilier, à un moment donné, la raison l'emportera. Et c'est bien dommage. Et nous, qui sommes rattachés à l'UNPI, qui défend la propriété immobilière, on trouve ça dommage. Et si vraiment il devait y avoir une atténuation à cette IFI, il faudrait que ça porte sur cette catégorie de propriétaires. Parce qu'eux sont vraiment des acteurs, comme je vous l'ai expliqué, de tous les cycles. C'est des acteurs qui s'inscrivent dans la cité, qui sont devenus des entrepreneurs et qui ont besoin aussi d'être soutenus. Et oui, dommage pour ces professionnels, dommage pour les territoires, dommage pour les Français. Dommage pour effectivement beaucoup. Alors, tout à l'heure, j'évoquais avec vous le sérieux qu'on représente. Ce sérieux, on l'aggrave, si j'ose dire, parce qu'on s'impose, par exemple, une formation de 30 heures sur 3 ans. C'est vrai que je n'ai pas rebondi, mais oui. Ça, c'est important parce que, vous voyez, on s'est mis beaucoup d'obligations. Et on l'a fait exprès pour vraiment démontrer que notre professionnalisme, ce n'est pas qu'un mot, c'est une réalité. Donc, il y a la formation de 30 heures tous les 3 ans. Et vous avez aussi l'obligation de respecter des règles RSE. Oui. Et ces règles RSE, en fait, c'est notamment souscrire à une charte de qualité qui inclut l'amélioration énergétique et environnementale de notre parc immobilier. Donc vous seriez là des partenaires, en plus. Oui, c'est-à-dire que, vous voyez, on parlait du décret tertiaire, on pourrait parler de la loi climat et résilience. Nous, on s'engage vraiment à ce que notre parc soit en conformité. Ce qui est beaucoup... C'est dans l'intérêt de tous, d'ailleurs. Oui, mais c'est beaucoup d'investissement. Je peux vous dire que beaucoup aujourd'hui de propriétaires classiques vendent à cause de cela. Mais nous, il faut nous libérer, si vous voulez, un peu de trésorerie, notamment à travers cet impôt, parce que cet impôt, il nous pénalise aussi pour faire ces investissements. Et vous voyez, on va très loin, puisqu'on s'impose, comme je vous disais, une politique d'investissement qui serait d'ailleurs triennale, pour l'amélioration énergétique et environnementale du parc, et on s'impose un bilan triennal. C'est-à-dire qu'on va très loin. On ne dit pas simplement qu'on va faire, on s'impose une réalité à travers un bilan qu'on va produire. Un statut qui, en fait, ne pourra pas être suivi par n'importe quel entrepreneur, au fond. Écoutez, si on veut être entrepreneur, il y a des règles. Et regardez, les agents immobiliers, finalement, qui sont réglementés, ont des règles de formation, des règles diverses et variées, de garantie professionnelle, de RCP, etc. Nous, on s'impose des règles, finalement, adaptées à notre cas, mais qui sont contraignantes, mais parce qu'on considère qu'en contrepartie d'un statut qui fait qu'on est des professionnels, on a des obligations. Mais par contre, une fois qu'on a dit ça, il faut aussi que les pouvoirs publics ils nous soutiennent, ils nous aident, et que s'ils nous reconnaissent en tant que professionnels, et que s'ils reconnaissent que notre foncière est un outil de travail, eh ben, qu'on nous exonère effectivement, notamment de cette IFI, mais si on veut aller plus loin, qu'on puisse aussi bénéficier du parc du Trait. Je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes transgénérationnels. Donc il faut aussi qu'on facilite la transmission. Parce que constituer un patrimoine, c'est bien. Le transmettre, c'est mieux. Et c'est mieux pas simplement pour, je dirais, les familles, c'est bien aussi pour la nation. Car des patrimoines qui se renforcent et des patrimoines qui sont capables d'aller toujours plus loin dans les investissements et à nouveau de pouvoir répondre à la politique du logement, la politique, la dynamisation du commerce en France. Et actuellement, on en a besoin. Et donc on ne peut que vous souhaiter d'être entendu. Merci Bruno Brosset d'avoir partagé ce sujet important pour l'Association foncière de France que vous présidez. C'était un vrai plaisir que de vous recevoir. Merci Anne-Sandrine. Et puis à vous toutes et tous qui nous écoutez, je vous remercie de votre écoute, de votre fidélité. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Retrouvez les Ondes de Limo sur ondedelimo.com, les réseaux sociaux et la newsletter.